bienvenue sur le premier épisode du podcast Orateur. Alors le concept, il est simple. On va parler de la parole, du quotidien, de la parole éloquente et on va essayer de faire le lien le plus possible avec l'intériorité, avec tout notre royaume intérieur où dedans on y retrouve nos émotions, nos désirs, nos rêves. Et aujourd'hui, pour le premier épisode, on accueille Aurélie. Donc Aurélie, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire en fait quel est toi ton lien à la parole et peut-être nous expliquer comment tu appréhendes le terme de parole sensible? Bonjour Mathis. Merci de me recevoir pour ce premier épisode. Je suis vraiment contente. C'est un très beau projet et bravo à toi de l'avoir mené jusqu'ici. Je suis formatrice en prise de parole, donc formatrice en prise de parole indépendante. J'ai travaillé pendant plusieurs années au sein d'une association pour justement accompagner les jeunes notamment à prendre la parole, oser prendre la parole. J'ai moi-même été candidate en concours d'éloquence. C'était un choix de ma part de pouvoir vivre ça et de pouvoir ensuite transmettre. Et mon rapport à la parole, c'est un long chemin, je dirais. Il a d'abord été très difficile. Je parlais beaucoup, mais j'étais très silencieuse à la fois. Et, euh, et le terme parole sensible, pour moi, c'est la parole que je voudrais avoir tous les jours, sans plus d'autres paroles, en fait. Je crois que c'est ça, si je devais dire. Et c'est intéressant, donc tu parles déjà de, tu parlais beaucoup, donc tu étais déjà volubile, mais tu ne parlais pas. Est-ce que tu peux expliquer un peu? Moi, ça m'évoque, directement un terme que j'aime beaucoup employer. Je dis souvent en fait, que certaines personnes ont une parole muette et donc toi, de ton point de vue, déjà, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Est-ce que ça t'évoque des choses? Est-ce que ça résonne en toi? Et comment en fait tu peux, l'expliquer, très simplement? Oui, alors le terme parole muette, même voix muette, c'est toi qui me l'as soufflé. Enfin, je l'ai entendu de ta part et c'est comme si ça avait provoqué quelque chose en moi, réveillé quelque chose en moi. En fait, j'ai réalisé que oui, j'avais une voix muette. Une voix qui a plein de choses à dire, mais qui ne dit jamais rien. Qui laisse entendre et sortir de sa bouche, de sa voix, plein de choses, mais pas ce qu'elle veut vraiment dire. Donc si je dois le dire très simplement, je parle pour dire ce que je ne veux pas dire. OK, et comment est-ce que tu expliques, en fait, ce choix du mutisme? Parce que c'est vrai que, là, on est ici pour parler de parole et la question peut-être la première question qu'il faut se poser, c'est: comment est-ce qu'on fait émerger une parole? Et qu'est-ce que, cette parole-là, elle a comme vocation? Et je pense qu'il y a énormément de choses dans la parole. Tu parlais tout à l'heure de concours d'éloquence, donc ça, c'est peut-être la représentation la plus noble et esthétique qu'on a de la parole. Mais il y a aussi peut-être une parole peut-être plus sincère et plus, sereine, qui n'a de grande ambition que celle de délivrer celui qui ou celle qui la prononce, tu vois? Donc toi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui explique finalement que tu aies fait le choix du silence? Et moi j'aime bien dire que, le silence, il tue, tu vois? Il tue, d'abord des vies, malheureusement biologiques, mais aussi c'est une existence et je pense que faire le choix de la parole, c'est aussi à un moment donné faire le choix de vivre, d'exister au travers des mots et au travers des autres aussi. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné dans ta vie, tu as mis ton espoir et tu as placé ton espoir dans la parole et tu as fait ce choix de la parole? Je crois que j'ai fait ce choix de la parole par amour au départ. En fait, je voyais les gens que j'aime me voir silencieuse et muette, me voir me museler et avoir mal pour moi. Et c'est dans ce regard-là, en fait, je me suis dit: «Peut-être que j'y aille, en fait, faut que je parle». Je savais pas comment faire. Au début, c'est difficile et hem et donc par amour et tu le dis par vocation, il y a quelque chose de l'ordre de enfin, j'ai souri quand tu dis, le silence, tue, mais c'est parce que je suis tellement d'accord et en fait, c'est un silence qui hurle. C'est une voix qui hurle. Tu vois, elle est muette, mais à l'intérieur, elle hurle et elle hurle, pas parce qu'en fait, je me tais parce que je crois que si je me mets à parler presque, je me dis: «Mais ça va être presque violent tellement j'ai à l'intérieur de moi des choses à
à crier. Et c'est aussi pour dénoncer des injustices, pour dénoncer ce que je vois et qui n'est pas juste, pour essayer de rétablir une forme de justesse. Euh, Moi, c'est ça qui m'a poussée à sortir du silence. Et ça m'évoque énormément de choses que tu dis. D'abord, ton rapport au silence. Je pense que c'est vrai que pour la plupart, malheureusement, le silence, il est subi, il est imposé. Et donc forcément, je pense que beaucoup de gens se brident parce que la parole est... on projette énormément de choses sur notre parole et au final, on ne se fait pas confiance dans notre capacité d'abord à verbaliser et peut-être aussi qu'on ne fait pas confiance à l'autre pour recevoir notre parole. Et donc je pense que c'est tout un chemin parce que, aujourd'hui, on est face à énormément une mosaïque de discours, du, développement personnel, de ce que j'appelle comme ça, de on se fait seul et tout, mais on se fait aussi au travers des relations qu'on noue et au travers des paroles qu'on échange avec les autres et celles qu'on reçoit. Et je pense que le premier travail pour une personne qui souhaite avoir une parole sensible, justement, c'est peut-être effectivement de faire ce travail d'introspection, de se dire quelles sont les paroles que j'ai reçues, celles que je donne et que j'ai données, et quelles sont aussi les paroles qui ont été absentes dans ma vie. Je pense que c'est intéressant cette notion de silence. Et trop souvent, on a tendance à penser que le silence est juste une absence. Alors que bien souvent, il y a des gens qui, comme tu le disais, parlent bien plus en silence qu'en parole. Et ce rapport-là entre parole et silence, pour moi, il est structuré fondamentalement par tous nos traumatismes, par tout notre vécu. Et donc, il faut vraiment rentrer par cette phase d'introspection, justement, pour essayer de se saisir de quelle est ma parole, qu'est-ce que je veux faire advenir par ma parole. Et tu as raison, je pense que dans toute parole, il y a une forme de générosité aussi, de se dire, je vais me faire voix d'abord d'un vécu, mais peut-être que dans mon vécu, beaucoup d'autres, pourront se retrouver et ensemble, on pourra, voilà, faire, en sorte de nous accepter collectivement, dans ce qu'on est. Donc voilà, c'est très beau ce que tu dis. Hem, Tu parles d'éloquence, si toi, tu devais définir ce qu'est, l'éloquence pour toi, parce que c'est un terme qu'on emploie énormément aujourd'hui, qui est plus dans un volet normatif de la parole, où, on voit des personnes, qui nous disent: «Il faut parler comme ci, il faut parler comme ça». Il y a certains écueils à éviter, ce qui fait que peut-être certaines personnes qui justement sont proches de leur intériorité et de leurs, émotions, se sentent, dans une cage, dorée et elles veulent en sortir. Donc toi, quelle est ton approche vis-à-vis de l'éloquence? Et peut-être, quelle est l'éloquence que toi, tu as envie d'investir au quotidien dans ta vie? C'est une excellente question. En fait, au départ, j'ai intégré le milieu de l'éloquence. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un milieu de l'éloquence qui est en fait qui passe par les concours d'éloquence. Si je regarde en France, l'éloquence, c'est beaucoup des concours d'éloquence. Donc, au départ, c'est comme ça que moi j'ai approché peut-être ce terme-là. Et j'ai vite compris que ce n'était qu'un terme, en fait, et qu'à l'intérieur de ça, il y a beaucoup de choses. Et merci de me le demander, il y a ma vision à moi. Et ma vision, elle serait mon ressenti, en tout cas, ce serait que l'éloquence, il y a plusieurs formes d'éloquence. Et ça ne passe pas, et vraiment, merci, ça ne passe pas que par des concours d'éloquence. Parce que comme tu le dis, un concours d'éloquence, c'est très normatif. On va demander beaucoup de choses à l'orateur ou à l'oratrice qui va se présenter. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ça vient, et tu le dis très bien, c'est une cage dorée, ça vient enfermer là où l'éloquence, j'ai l'image des mots qui s'envolent. En fait, pour moi, l'éloquence, c'est la liberté, peut-être même. C'est la liberté. C'est de pouvoir choisir les mots, les pensées, euh, créer des mots, créer des idées à partir de ça. Et c'est très libre, dans le fond. Donc, à partir de ce moment-là, l'éloquence, elle est sous plein de formes. Euh, J'écris pour le théâtre, j'écris depuis petite, et, euh, et l'éloquence, elle passe voilà, par plein de formes. Plein de formes. Bah, je vois comme quelque chose de très vaste et que chacun puisse faire aussi sa propre vision de ce que c'est l'éloquence pour lui, pour elle, comme tu le dis, à partir de son vécu. Et
Moi, j'aime bien donner cette définition de l'éloquence. C'est deux choses. C'est d'abord trouver sa justesse. Donc, tu disais trouver les mots. Mmh. On va en revenir dessus après. Et aussi avoir une parole qui est juste et qui rend justice aussi. Qui rend justice aussi à, encore une fois, un vécu. Et c'est vrai que, il y a peut-être une forme de violence, par rapport à cet aspect et ce volet normatif dont tu parles. C'est que peut-être, on nous étiquette, on nous met un jugement, hem, des fois qu'on ne veut pas forcément accepter et qui va se caractériser par, des intensités. Par exemple, quand tu parles, tu es trop ceci, tu es trop cela. Alors même que peut-être ce serait, justement, ce qui nous définit et malheureusement aussi pour moi, tu me dis ce que tu en penses, il y a peut-être aussi un risque, quand on prend la parole en général au quotidien, on veut nous identifier très rapidement et donc il y a cette idée de petite patte, de, chose qui nous rend unique et ça je crois que c'est un risque. Pourquoi? Parce que ça peut nous rendre monomaniaques. C'est-à-dire nous réduire à un seul trait de caractère alors qu'en fait, peut-être la parole, c'est quelque chose qui s'explore toute notre vie et que tu parlais de liberté, ce qui nous permet, ce qui nous autorise cette liberté-là, c'est d'explorer tous les aspects de notre personnalité. Et après, il faut les invoquer justement avec pertinence dans le contexte précis dans lequel on prend la parole. Ça, on s'entend bien là-dessus. Et donc, je trouve ça très très beau ce que tu dis, parce que tu dis trouver les mots. Et pourquoi c'est important, de trouver les mots? Parce qu'au fond, je pourrais dire, je prends, parce que c'est aujourd'hui, on sait qu'on entend beaucoup ce discours-là, je prends ChatGPT qui est un prompteur, il me donne les mots. Qu'est-ce qui fait que trouver les mots pour soi-même et par soi-même, c'est plus important que, de prendre les mots des autres? Oui, et merci, mais je crois que je vais te dire merci tout l'épisode parce que c'est quelque chose que j'entends peu souvent. Donc je dis merci parce que tu vois, rien que quand tu le dis, ça me fait du bien. Hem, Par mon vécu, mon parcours, j'ai eu l'impression de sans cesse de voir, petit à petit décoller des étiquettes, une par une. Et quand j'en enlevais et que j'arrivais à en enlever, j'ai l'impression qu'après on m'en remettait encore trois, quatre. Et je me suis dit: «Ah, il faut que je recommence» et il y a un moment donné, en fait, je me suis perdue dans ça. Je me suis perdue moi-même en me disant: «Mais quelle est ma voix justement? Quelle est ma voix?» Parce que j'ai l'impression que j'étais la voix de tout le monde, sauf ma voix et on en parlait. Et trouver les mots justes, tu parles de justesse et c'est quelque chose qui est très important pour moi, parce qu'on parle de justesse en voix, chantée quand on chante. Ah là tu étais juste à l'oreille, ah là c'était pas juste. Pour moi, il y a de la justesse quand on parle et la justesse quand on parle, mais c'est comme, pour de la musique en fait. Tu l'entends quand ton mot il est juste ou pas, je crois, hein. Je crois que tu entends quand ta parole, elle résonne juste à l'intérieur de toi. Donc la première chose, c'est d'avoir une écoute pour soi-même, de se dire: «Est-ce que là, ça résonne juste quand je le dis, de moi à moi, de ce que je sais de moi-même. Pas parce que je voudrais que l'autre entende ça, ou est-ce que c'est juste pour lui. Et ça, déjà, ce pas de justesse de soi à soi-même, et pas en se disant je le fais pour l'autre, pour moi, c'est un pas énorme, qui est difficile, qui prend du temps. Ce que je voudrais dire aussi aujourd'hui, c'est que parler de chemin dans la prise de parole, ça prend du temps de trouver sa propre justesse. Et je crois qu'il faut de la bienveillance avec soi-même aussi pour se dire je vais trouver mes mots justes. Je vais un peu tâtonner au début, un peu piocher à droite à gauche. Tu vois, tu parles de chat GPT. Bon, bah, moi, j'ai du mal avec chat GPT, mais je vais me dire, j'ai cette bienveillance. Au départ, j'ai puisé aussi chez les autres, et pour trouver ma propre justesse. Et c'est intéressant parce que ce que tu dis là, au fait, ça rend compte d'une réalité qui est que l'être humain, il se construit enfin, on va dire seul, bien sûr, mais il se construit aussi au contact du monde. Et donc, ce que tu dis dans piocher, c'est aussi s'approprier certaines phrases, certains discours, certaines postures qui peut-être nous ont changé dans notre vie à un certain moment. Et je pense que prendre la parole, c'est aussi faire des arbitrages. C'est des arbitrages, j'ai envie de dire, syntaxiques, sémantiques, peut-être au début, le choix des mots, mais ça n'est pas que ça et je pense que ce que tu dis là aussi, c'est très beau, c'est de se dire ce qui fonde l'arbitrage, ce qui doit être le moteur de cet arbitrage-là, c'est, notre intention. Quelle est notre intention là? Qui est une question
qu'on doit se poser tout le temps. Alors, je pense qu'il ne faut pas forcément le faire de manière mentalisée ou cérébrale, mais c'est quelque chose qui, dans notre sensible, dans notre perception, doit être vraiment présent. Et, 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 et aussi, j'aime bien utiliser cet exemple-là, de trouver les mots en quoi c'est important. Ça me fait penser à un travail des procès de Nuremberg, que tu connais peut-être, d'Hannah Arendt, qui parle de la banalisation du mal. Et en fait, elle explique lors de ces procès-là, des hauts dignitaires nazis, que ces personnes-là, c'est pas tant un rapport à la morale, ces personnes-là ont eu des actions parce qu'elles étaient intégrées dans un discours qui, formatait en fait leur perception du monde. Et je pense que c'est ça aussi, trouver les mots pour soi-même, c'est s'autoriser la nuance, c'est s'autoriser à voir le monde, heu, humblement bien sûr, mais dans sa propre perception, de son point de vue. Et voilà, tu parlais de justesse, c'est trouver sa justesse. Et peut-être aujourd'hui, on est des citoyens qui, on se retrouve au quotidien face à énormément de discours. Et peut-être que bien souvent, on a tendance à réemployer des discours sans même en interroger le sens. Donc je pense que, trouver les mots, c'est aussi se forger un esprit critique. Un esprit critique qui est bien sûr, mentalisé, cérébral, mais pas que, qui est aussi au regard de ce que l'on ressent au quotidien. Et ça, c'est peut-être cette dimension-là qui est un peu éludée au quotidien, parce que on est encore dans quelque chose d'extrêmement intellectuel. Il faut être intelligent et on part du principe que, l'intelligence procède du cerveau et que en fait, on est des cerveaux sur pattes, quoi. C'est ça le truc. Hem, Moi, j'ai une question pour toi. Hem, Comment sortir du silence? Ou peut-être parce que ce serait quand même, assez ambitieux de donner une réponse comme ça sur comment sortir du silence, mais comment toi, t'es sorti du silence? Quelles ont peut-être été tes étapes? Et quels ont été aussi peut-être on parle de discours, quels ont été les discours dont tu as dû t'affranchir? Peut-être même les discours que tu portes sur toi-même qui sont, certainement les plus, contraignants dans la vie, et tout ce qui compose, les croyances limitantes. Encore une fois, j'ai été guidée, quoi. J'ai été guidée par des personnes qui m'ont suggéré d'aller parler. Hem et au début, l'espace que j'ai eu de parole, c'était chez une psychologue. C'est là où j'ai commencé à parler. Donc je suis sortie du silence en me dirigeant vers une experte, finalement, hem, de la parole et de l'écoute. J'ai cherché un endroit pour être écoutée. C'est comme ça que je suis sortie du silence. Parce que peut-être que j'ai identifié à un moment donné en me disant: «Là, je vais être écoutée dans cet espace, donc je veux bien sortir du silence». Parce que et on en parlera et on a déjà commencé à en parler, pour sortir du silence, il faut des conditions et des conditions de sécurité. Je peux parler de bienveillance, mais je crois qu'il y a aussi une notion de sécurité. Si on prend une métaphore, tu ne vas pas sortir de chez toi si on te dit que là, en fait, dehors, c'est dangereux. Que dès que tu mettras un pied dehors, là, ça va être dangereux pour toi. Tu ne vas pas sortir. Et en fait, c'est un peu le même principe. Donc, je suis sortie du silence parce que déjà, c'était un instinct de survie. J'étais appelée à le faire vraiment à l'intérieur de moi. Et parce que j'ai pu trouver des espaces sécurisants dans ça. Et des personnes qui incarnent cette douceur, cette sécurité, cette bienveillance pour me recevoir et m'accueillir dans ma parole. Ouais, il faut d'abord penser peut-être à l'espace qu'on a envie d'investir par notre parole, plutôt qu'à la parole en elle-même. Parce qu'au fond, peut-être que nous, on sait déjà, ou du moins, on en sait un peu sur notre parole, sur ce qu'on a envie de dire. En revanche, ce qu'on sait moins, c'est peut-être les lieux qui peuvent nous accueillir. Et je trouve que c'est extrêmement puissant. Et aujourd'hui, selon moi, on vit dans une société d'indifférence où les espaces de parole se font très rares. Et d'ailleurs, il y a des métiers, en fait, où la parole, elle est fondamentale, elle est inhérente à l'activité. Je pense au métier du care. Mmh. Prendre soin, c'est bien sûr, je veux dire pour un médecin, prendre soin du corps, mais c'est aussi avoir une parole qui permet d'accueillir, tout ça, toutes ces informations-là qui vont permettre justement de prendre soin.
Et je pense que aussi tu parlais des espaces de parole là, il y a des pressions contradictoires. Et si on revient sur ce qu'on disait à propos des concours d'éloquence, c'est un lieu justement où par définition, par excellence, il y a des pressions contradictoires. Parce qu'on te dit: «Viens prendre la parole», c'est prétendument le lieu privilégié où on doit venir prendre la parole et où on sera assurément écouté. En revanche, on nous impose des codes et donc peut-être que ça participe de cette parole, de cette voix muette-là. Moi, j'aime beaucoup aussi, quand tu parles d'écoute, c'est important, mais l'écoute, on aime bien parler d'écoute active. heu Qu'est-ce que l'écoute finalement? Sinon, écouter aussi, essayer d'envisager l'intériorité de la personne. Parce qu'il y a la parole et toute cette prosodie-là, toute cette musicalité-là qui vient de la parole, mais il y a aussi tout un langage qui est silencieux et que beaucoup de gens, mettent de côté. Quand bien même, beaucoup de gens, font le choix du silence à travers leurs paroles. Hem, Moi, j'ai envie de te poser une question aussi, avec tout ce que tu viens de dire et là, je trouve que c'est aussi une des conditions sine qua non, j'ai envie de dire. Tu parles de sécurité, il faut avoir cette sécurité-là. Cette sécurité-là, je pense que d'abord, première chose, elle peut être remise en cause par une mémoire traumatique. Parce que par définition, la mémoire traumatique, elle fait des raccourcis et elle crée une forme de réaction de survie qui peut parfois nous paralyser. Et tu es coach en prise de parole, comment est-ce que tu crées cette sécurité-là? Et la deuxième question, c'est comment est-ce que tu fais lorsque tu n'arrives pas à recueillir ces conditions-là, et que la personne, en gros, va te parler, Mmh. mais va pas avoir cette vraie parole sincère et sensible avec Oui, toi? oui. Pour créer les conditions de sécurité avec les personnes que j'accompagne, que je coach, la première chose que je fais, je crois, c'est de me mettre à leur place. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment ma sensibilité, mon cœur qui les rejoint. Hem Et je suis vraiment touchée par, ce qu'ils sont, en fait, ce qu'ils, elles, ils sont. Je les trouve courageux, c'est être vulnérable en un sens de prendre la parole, se mettre à nu, je le dis comme ça et donc il y a cette connexion qui se fait instinctive à l'intérieur de moi, voilà, d'être connectée à eux, de me mettre à leur place et instinctivement toujours, il y a cette envie de, peut-être de les protéger. Alors parfois, je fais attention pour pas que ça soit non plus trop protégé et les étouffer. Mais c'est instinctif, j'ai envie de les protéger, de créer un espace sécurisant en me disant que peut-être justement ils n'ont pas tant ces espaces sécurisants à l'extérieur. Et puis il suffit de tendre l'oreille, justement tu parles d'écoute. Si je tends l'oreille à ce qu'ils disent dans leur discours, j'entends la vulnérabilité, j'entends leur sensibilité, j'ai l'impression qu'ils parlent aussi pour moi. Donc, c'est un peu se dire: «Allez, on est ensemble, on va se créer ce cocon-là» et voilà, je crois que je crée la sécurité en étant proche d'eux, proche de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, en se disant, «Ouh, ça nous fait du bien d'avoir un espace, où on peut se sentir bien et pas jugé». Ouais et j'aime beaucoup aussi poser certaines questions qui viennent, témoigner en fait de cette vision-là, de se lier au cœur des personnes qui souhaitent prendre la parole. C'est de se dire, «Quelle est ton histoire?» Mmh. Peut-être même aussi, c'est une question qu'il faut poser aux gens que précisément on croit connaître. Quelle est ton histoire? D'où vient ta parole? J'aime beaucoup cette question-là aussi. Alors je pense pas que ce soit une question qui, en tant que coach ou en tant qu'accompagnateur de parole, j'aime bien dire ça aussi, elle est enfin on ne doit pas forcément avoir la réponse, mais poser cette question-là, c'est ouvrir quelque chose, une réflexion pour la personne qui souhaite sortir du silence. D'où vient ta parole? J'aime beaucoup cette question-là parce que forcément là, avec tout ce qu'on vient de dire précédemment, elle va devoir s'interroger sur tous les discours auxquels elle a dû faire face et comment elle se les est appropriés. Et je pense que le premier discours que l'on doit s'approprier ou non d'ailleurs, que l'on doit renier ou pas, la première tradition orale, ça vient des parents. Mmh. Que nous ont dit nos parents? Qu'ont-ils dit de nous? Qu'ont-ils gardé sous silence?
ou mis sous silence? C'est intéressant de se poser ces questions-là parce que on grandit peut-être inconsciemment ou consciemment, que sais-je, avec l'idée que la parole est ainsi faite. En fait, on a une vision, on a une représentation par nos parents d'abord ou par les personnes qui nous éduquent quand on est petit, que la parole, elle est comme ça. Et forcément, après, quand on grandit, on a une parole qui sera pas forcément la même. Je dis pas qu'on va parler comme nos parents, mais en tout cas, on va être notre parole, elle va être structurée comme celle de nos parents et ça va être un héritage. Et forcément, si dans les mots qu'on a reçus, il y a de la violence, il y a de l'indifférence, il y a peut-être parfois de la brutalité, eh bien, comme tu disais, c'est cette sécurité-là qui fait qu'on va se dire: «OK, en fait, c'est ça la parole». La parole, c'est être violent, c'est brutaliser les gens, Mmh. autant garder silence et Mmh. c'est précisément ce dont je parlais tout à l'heure, qui est la mémoire traumatique. C'est-à-dire que ce qu'on dit là, c'est dans notre, vécu, ça a laissé une marque, ça a laissé une cassure, ça nous a fait du mal. Pour autant, peut-on dire que c'est une généralité et que c'est vrai? Et c'est ça, en fait, qui est difficile avec la mémoire traumatique, c'est de déconstruire ces raccourcis-là. De se dire que: «OK, j'ai vécu une épreuve dans ma vie. Comment est-ce que j'arrive à d'abord me dissocier et de me dire que je ne suis pas que le fruit ou le résultat de, mes souffrances, mes blessures et de ma vulnérabilité?» Et deuxième étape qui est peut-être la plus difficile, le discours qui a été tenu par des personnes peut-être que j'affectionnais ou que j'aime, Mmh. ce n'est pas eux et peut-être qu'ils l'ont tenu parce que, eux aussi ont vécu des choses qui font qu'ils en sont arrivés à avoir ce discours-là, à avoir cette parole-là, aujourd'hui. Mmh. Donc c'est un travail qui est, titanesque parce que forcément, ça suppose aussi d'avoir énormément d'humilité et d'accepter de vivre des émotions qui sont parfois puissantes et sur un instant. Et ça forcément, dans notre société où on est extrêmement pudique, où on aime, lisser, ce qu'on est, pour des raisons esthétiques, pour des raisons, de bienséance, pour des raisons, sociales, on va dire, et ben, on n'arrive pas à forcément, vivre, ça correctement. Et quand je dis correctement, c'est je pense qu'il y a un travail, comme tu disais, de négociation vis-à-vis de soi-même. OK, qu'est-ce que je ressens actuellement aujourd'hui? Et il y a aussi un travail de comment est-ce que ce que je ressens, je vais le donner à l'autre ou je vais lui donner, un aperçu par la parole? Comment est-ce que je vais réussir à partager? Parce que par définition, la conscience, elle est unique. On est toutes et tous, solitaires dans ce qu'on est. Mais on arrive quand même, par des liens d'empathie, à comprendre ce que les autres sont. Donc c'est ça la grande question. Et j'ai posé une question comme ça, qui m'est apparue, il y a hier, en fait, tout simplement. C'est comment mesurer, on disait que parler, c'est déjà faire un don, peut-être un don envers soi-même, mais aussi, et peut-être plus encore, un don à l'autre. Mmh. Comment est-ce qu'on arrive à mesurer son don? Comment est-ce qu'on arrive à faire preuve de tempérance? Puisque je sais que si on est, dans l'absence de don, ben, on n'arrive pas à nouer des relations. Et si on est dans un don qui se veut, excessif et dans une générosité exacerbée, là, on se transforme dans quelque chose qui sera plus de l'ordre de l'imposition plutôt que de l'échange. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire preuve de tempérance, de sagesse, j'ai envie de dire, dans son don, dans sa parole? C'est une magnifique question. Hem, Tu as parlé de mémoire traumatique. Simplement pour, revenir dessus, ça va peut-être faire, le lien. C'est que, pour ma part, j'ai des origines à la fois, tunisiennes et arméniennes et dans l'histoire de ces pays-là, si je prends du côté de l'Arménie, il y a un processus d'effacement et d'invisibilisation. Et il y a, de la peur, de la torpeur, qui a été installée, petit à petit auprès, de la population arménienne. Si je ne prends que cet exemple, mais qui malheureusement est un exemple pour beaucoup d'autres, peuples dans l'histoire. Et sous la crainte, on lisse notre discours.
Euh, Mon nom, c'est Kevorkian, mais ce n'est pas mon nom à l'origine. J'ai un autre nom arménien, mais Kevorkian, ça faisait plus lisse qu'un autre nom arménien. Donc, enfin, je veux dire, il y a quelque chose de l'ordre de lisser l'identité, euh, voilà, dans l'histoire, et c'est lié aussi à des profonds traumatismes. Et je crois que c'est vraiment important de parler d'héritage, et merci de le faire, parce que oui, nous recevons de génération en génération un héritage, mais si on remonte de plus en plus loin, qui vient quand même de situations qui étaient encore une fois liées à la torpeur, et c'est pas fini aujourd'hui. Et comment ces populations, comment ces personnes-là ont pris la parole en fait, parce qu'elles revenaient pour certaines de ne pas pouvoir parler, parce que si elles parlaient, c'était dangereux. Je reviens à ça. Donc leur rapport à la parole est difficile et conflictuel. Il y a aussi peut-être la volonté de sauver ses prochains, sauver ses enfants, ne surtout pas qu'ils vivent la même chose. Et de là, ça devient quelque chose qui est peut-être parfois, oui, trop abondant. Et moi, je l'ai vécu. La parole en famille, parfois, c'est dans tous les sens. C'est, on s'y retrouve plus vraiment. Puis on ne sait pas pourquoi les gens parlent et ce qu'ils veulent vraiment dire. Il y a presque comme pour déverser, pour extérioriser. Donc, moi, j'ai un peu baigné dans tout ça. À la fois, il y avait ma voix muette, mon silence, et à la fois, il y avait beaucoup de paroles. Et c'est encore une question d'équilibre pour moi. Tu parles de sagesse, mais j'ai trouvé la tempérance dans l'équilibre. Et pour trouver l'équilibre, c'est aussi aller d'un extrême à l'autre et l'accepter. Je crois qu'il y a de ça. C'est accepter qu'à un moment donné, si c'est le chaos, c'est le chaos. Si on va dans des extrêmes, on va dans des extrêmes. Euh, Et c'est comme ça que, en tout cas pour ma part, je trouve un équilibre. Mais l'équilibre, c'est comme son mot l'indique. Je veux dire, c'est toujours en mouvement. Avec toujours l'idée d'intention aussi. Et ce que tu dis, en fait, c'est finalement avoir un rapport, une sincérité vis-à-vis de sa parole. Et je trouve que c'est difficile aussi parce que parfois, la sincérité, c'est vrai, on a envie d'aller vers l'autre, quand bien même on se compromet, quand bien même notre sincérité envers nous-mêmes, elle est parfois malmenée ou mise à mal par un vécu. Parce que parfois, on a envie de se protéger et donc forcément, on est prêt à, entre guillemets, «tordre le réel» et à se museler. C'est un mot que tu utilisais tout à l'heure et qui est, enfin, qui c'est une violence inouïe. Oui. Hem Et tu parlais de, voilà, des espaces de parole, de, finalement la parole quand on fait partie d'une minorité ou du moins quand on subit une certaine forme de violence. Hem, Est-ce que Première question, est-ce que déjà il y a une différence, genrée entre parler en étant homme ou parler en étant femme? Et finalement, comment est-ce qu'on parle quand on est, femme et que notre parole potentiellement sera discréditée, potentiellement, par, des interlocuteurs, qui feront preuve de misogynie ou de sexisme? Je dirais comme pour la parole, le chemin de la féminité, c'est c'est un chemin. Je Petit à petit, j'ai compris déjà que j'étais une femme dans une société qui est très, qui est une société, d'hommes, en fait, qui n'a pas laissé la place aux femmes et à leurs paroles. Et ça, il a fallu que je le comprenne. Parce que dans tout ce qu'il faut comprendre de soi-même et apprendre à se connaître, il y a tellement de facettes. Et à un moment donné est venu euh, le fait de, peut-être en parlant en prenant la parole, de comprendre qu'en tant que femme, c'était plus difficile. Euh, Quand j'étais encore dans le silence et peut-être cachée, je le ressentais moins. Mais le fait de commencer à prendre la parole de plus en plus et d'investir des espaces, comme tu dis, déjà j'ai réalisé qu'il y avait des espaces où il y avait beaucoup d'hommes et pas beaucoup de femmes. Et que ça pouvait être oppressant par moment. Donc comment est-ce qu'on prend la parole en tant que femme dans des espaces qui sont oppressants, avec des personnes qui vont se manifester oppressantes? Encore quand c'est insidieux, bon, on peut à peu près s'en sortir. Mais quand l'oppression est vraiment manifeste, et c'est important de se poser la question. Comment est-ce que je prends la parole en tant que femme? Qu'est-ce que je fais? Quel est le choix que je fais? Et
dans une mémoire traumatique, qui est aussi une mémoire traumatique pour les femmes, on a envie effectivement de se carapater et de se dire bah c'est pas grave, je ne vais pas le faire. Oui, j'étais pleine d'ambition, j'ai la force en moi, mais en fait là, une fois que je suis dans cet espace et qu'il est oppressant, je préfère fuir. Et c'est encore une fois instinctif. Maintenant, je me suis dit que c'est pas ce que je pouvais faire à chaque fois. Et, euh, et avec aussi de voir la force de toutes ces femmes qui le font, qui trouvent le courage, aussi par solidarité entre nous, je me suis dit, allez, tu peux prendre ta place. Et que c'est important que je prenne la mienne, parce que par mon vécu, mon parcours et ce que je vais dire et la personne que je suis, je, c'est important que je prenne ma place, que je puisse apporter dans ce que je suis. On parlait de générosité, donc je le fais par générosité en fait. Parce que j'ai vu des femmes qui presque dans leur regard me disaient allez Aurélie s'il te plaît, j'ai besoin peut-être de le voir avant moi aussi d'y aller. Et il y a quelque chose de ça, je crois. C'est qu'en fait, je pense à des jeunes femmes qui sont peut-être sur le chemin, même si c'est pas une question d'âge. Je me suis dit allez, je vais ouvrir la voie en tant que femme. Je vais peut-être en parler, montrer qu'on peut faire différemment. Et ça, c'est hyper important pour moi. Ok, Et j'ai pas merci parlé de beaucoup. la voix des hommes, mais c'est important C'est vrai aussi. que ça peut être difficile. Et puis, il y a aussi cette idée selon laquelle, en fait, on a des modalités qui sont différentes d'expression. Ça, c'est une idée préconçue, selon laquelle il y a des lieux qui sont investis par les hommes, il y a d'autres lieux qui sont investis par les femmes et que ils sont investis par une certaine parole. Et donc ça, c'est aussi difficile. Et une des stratégies, notamment en politique, qui a été employée par les femmes, je pense à Margaret Thatcher au Royaume-Uni, ça a été non pas de prendre la parole en tant que femme, mais d'adopter des codes de Mmh, masculinité. ouais. Et c'est vrai que, beaucoup, de femmes, mais d'hommes aussi, décident d'adopter une certaine posture qui est une posture, j'ai envie de dire, rigide, qui ne laisse transparaître à aucun moment leur humanité. Et je pense que c'est aussi l'un des facteurs qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de défiance, il y a beaucoup d'absence, j'ai envie de dire, il y a une absence de foi dans la parole publique, dans la parole institutionnelle, parce que les interlocuteurs, les personnes qui prennent la parole sont tellement détachées de ce qu'elles disent Ouais. et parce qu'elles pensent aussi que hem, trouver les mots, c'est avant tout une question, encore une fois, linguistique. Alors qu'en fait, on sait très bien que, ce sont que des conventions et que, la linguistique, c'est un prétexte, au fond. L'important, c'est, de faire passer un message et peut-être que ça passe beaucoup plus par, tout ce qui est tacite. En fait, si on arrive à se parler sans même utiliser de mots, sans même utiliser un langage, j'ai envie de dire, très, sophistiqué, alors là, on va s'enrichir mutuellement. Il y a une complicité, peut-être même qui va aller jusqu'à l'intime, qui va se créer entre les gens. Et c'est ça aussi que peut-être on peut regretter. Et les coachs aussi en prise de parole, ils participent de ça. De se dire: «OK, il faut que tu aies les mots, tu les mots, tu les mots». Mmh. Et ça fait lien aussi avec, la question que je t'ai posée tout à l'heure du don. Mmh. Certains ont tellement peu d'assurance dans le don et ont tellement peu confiance à l'autre pour recevoir ce don-là, qu'en fait, ils le blindent, et après, forcément, les gens, bah, n'ont plus envie. Si c'est trop, c'est excessif Mmh. et ils ont du mal à recevoir ça. Hem Et je pense qu'il y a il y a plusieurs choses qui me traversent l'esprit. Tu parlais d'effacement. On vit, je crois, dans une société, sans nul doute, qui est individualiste et pourtant il y a un effacement de l'individu. Comment est-ce qu'on peut renouer avec toute son humanité, avec tout ce qu'on est? Tu parlais tout à l'heure de l'écriture. Est-ce qu'il y a d'autres choses, qui permettent justement j'ai envie de dire, d'être pleinement soi? D'avoir envie, d'avoir cet élan de vie? Parce que la parole aussi, c'est ça, en philosophie, on parle du conatus, Mmh. de cet élan vital, de ce qui fait qu'on persévère dans ce qu'on est, tu vois? Mmh. On continue, tu vois? On décide d'avancer.
Ah oui, mais ça c'est très important pour moi, cet élan vital. Et je le nourris, mon élan vital, je le cultive. C'est tous les jours, mon élan vital, tous les jours, je me remets à l'ouvrage de nourrir mon élan vital. Et tu parlais de ce qu'on peut faire pour renouer avec l'humanité. L'écriture, c'est aussi assez solitaire. Et ce que je vois autour de moi, des personnes que j'ai rencontrées, et ça m'a vraiment appelé et ça m'a plu, c'est l'écriture à plusieurs. C'est aussi quelque chose où l'écriture est quelque chose, voilà, de très solitaire, l'écrivain, l'écrivaine, seul dans sa pièce qui écrit. Mais l'écriture, elle peut se faire aussi à plusieurs et ça peut être beau. Euh, et je crois que pour renouer avec l'humanité, c'est être ensemble. Être ensemble, mais par tous les moyens, en fait. J'ai presque envie de dire, on s'en tape de ce que c'est. C'est vraiment être ensemble, faire des choses ensemble. Et ça passe par rien parfois, mais vraiment. Et ce qui me vient aussi là, c'est l'humour. Je crois qu'il faut s'amuser. Faut s'amuser, faut rire. Faut sortir le meilleur de soi-même. Il passe par des blagues, par tu parlais de tordre le cou, je crois, tout à l'heure, mais il faut ce quotidien, justement, qui est pesant et très individualiste, mais il faut lui tordre le cou. Donc, pareil, dans des espaces où moi, je me sens, tu vois, un peu embêtée, gênée, oppressée, je m'en amuse. Vraiment, je m'en amuse et je retourne la situation, tu vois, comme une crêpe. Je me dis, OK, là, j'ai une situation, elle est grotesque, elle est absurde. Et j'ai appris aussi à aiguiser mon regard par rapport à ça. Je vois l'absurdité et j'en fais pas fi. Je ne vais pas fuir devant l'absurdité, je vais m'en amuser. Et en fait, euh, l'humanité, elle est là aussi. Le lien, le sensible, il se fait voilà, un petit mot drôle. Et je crois que mon élan vital, il est aussi nourri par ça, grâce à mes proches, ceux que j'aime, qui ont toujours un mot drôle dans les moments où moi, je commence à justement peut-être voir plus sombre, tu vois, à perdre un peu justement le lien avec cette humanité, parce que souffrance, parce que protection. Donc je m'isole et voilà, un petit mot drôle pour alléger la situation. Bah en fait, le contact, il se refait tout de suite, quoi. Et c'est vrai que moi, Voilà. j'accorde une grande place à l'humour parce que j'estime que l'humour, c'est pas simplement que faire des blagues, c'est aussi peut-être investir une certaine forme de légèreté et j'irais même jusqu'à dire une certaine forme de douceur sur un quotidien qui est difficile à vivre. Et moi, j'adore parler des violences ordinaires. C'est le fait de se dire que notre société, elle est construite sur beaucoup d'actes qui sont violents pour soi-même. Et en plus, enfin, pour sa communauté, je pense que c'est aussi violent, tu vois. Et de se dire faire preuve d'humour, c'est aussi enfin, rendre grâce, tu vois? À s'autoriser cet élan vital-là, de se dire: «OK, je dédramatise» et quelque part, j'arrive à désamorcer toute cette absurdité et tous ces discours-là qui veulent se faire passer pour, la vérité. Hem, OK, il faut des Mmh. impératifs et en fait, où est le sens de tout ça? Tu vois? C'est ça la question. Hem et donc ouais, moi je suis partisan de l'humour et après voilà, il faut le faire, en bonne intelligence bien sûr. Je Mmh. pense que l'humour, c'est justement une forme d'intelligence d'ailleurs, Mmh. une forme même d'intelligence émotionnelle et il y a ce grand débat qui anime, les esprits depuis, des siècles et des siècles. Peut-on rire de tout? Jusqu'où s'arrête la liberté d'expression? Ben, il faut peut-être, justement se poser la question de la sensibilité. Est-ce que je suis prêt à faire cette blague-là ou est-ce que, j ça va être accepté? Et la question, c'est comment est-ce que moi je me sens Mmh. quand potentiellement des personnes peuvent être meurtries par mes paroles? Mmh. C'est ça aussi la question parce qu'on parle de oui, l'autre, 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 mais c'est toujours l'autre et parfois, l'autre est le reflet de nous-mêmes, tu vois? Mmh. Donc il faut toujours mettre, en lien les 2. Hem et donc ouais, l'humour, c'est vraiment ce pouvoir-là de changer, en fait. J'ai envie de dire de changer. Oui. De changer humblement sa perception, mais aussi, de changer un peu le monde dans, ce qu'il a de plus, sombre, de plus, nostalgique, de plus, et puis j'observe aussi
par rapport au discours que l'on porte sur soi-même que dans la société, du moins occidentale, il y a un fantasme de la chute. On adore, on se rêve malheureux. C'est fou ça. Et je pense qu'il faut aussi se poser la question, sommes-nous prêts, individuellement et surtout collectivement? Moi, c'est vrai que j'ai du mal à envisager le bonheur comme individuel. Comment puis-je être heureux si l'autre en face de moi, il est dans ce silence dont tu parlais, s'il est dans cette souffrance de lui-même, comment moi puis-je être heureux? Tu vois? Mmh. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est: est-on prêt vraiment, véritablement, à être heureux? Et est-on prêt à avoir une parole qui permet justement de se libérer, de ses traumas, de ses souffrances, de sa vulnérabilité? Non pas qu'il faut la rejeter, mais simplement il faut pas qu'elle gouverne en fait notre vie. Il Mmh. faut qu'on arrive à composer avec, tu vois? Mmh. Donc c'est ça, peut-être la question qu'il faut se poser et je crois que, ouais, on fantasme encore trop sur, les poètes maudits, tu vois? Sur Ouais. l'image d'une personne qui souffre et qui arrive à faire, sa catharsis, à, utiliser sa souffrance comme passion créatrice. Peut-être que aussi on peut se nourrir du côté lumineux et qu'on arrivera à le faire, triompher et il y a un terme que j'aime beaucoup utiliser qui est pas forcément très connu, mais c'est l'acrasie. Mmh. Et l'acrasie, c'est l'idée selon laquelle, en fait, on a une volonté propre. On sait d'ailleurs ce qu'on doit faire pour prendre soin de soi-même au travers des mots et de la parole, mais on fait l'inverse. Et ça, je pense que ça définit un peu la société dans laquelle on vit. Mmh. C'est-à-dire que on sait au fond les espaces, je pense que on a toutes et tous un ou une amie et on sait que cette personne-là, elle aura une écoute qui sera une écoute, de qualité, qu'on pourra, apprendre de cette personne-là. On pourra du moins être, pleinement soi-même avec cette personne-là. Mais parfois, on a des précautions, peut-être trop, qui, nous barricadent et qui nous mettent derrière ce masque qui, au fond, devient au fur et à mesure nous-mêmes. Hem, Mmh. donc tout ça, c'est extrêmement difficile. Comment s'émanciper de tout ça? Et hem et je pense que c'est un chemin, qu'il faut envisager dans, cette mosaïque de discours dont on parlait. C'est vrai que les concours d'éloquence, ils fleurissent, que tous ces espaces-là, ils ils émergent, mais, sont-ils des espaces qui vraiment permettent d'avoir une parole sincère, d'avoir une parole sensible qui me tient tant à cœur? Heu, peut-être pas, tu vois? Heu et donc, il faut qu'on arrive à, créer ces bulles-là avec, je sais pas, avec l'envie de partager, tout Ouais. simplement avec, Oui, 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 une oui, oui. générosité, mais peut-être là, c'est une nuance que je viendrai ajouter, que la générosité ne doit pas être le fondement, mais c'est plus l'élan vital, le fondement de ces espaces de parole. Parce que si on veut forcément donner, 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 la question c'est, déjà est-ce que, notre don il est sain? Et est-ce qu'on n'est pas aussi en capacité de recevoir? Qu'est-ce qui fait et il y a un c'est le syndrome du sauveur. Qu'est-ce qui fait qu'on se voit toujours dans une position où on a envie de donner et pas de recevoir? Donc Mmh. je pense qu'il y a aussi cette idée selon laquelle, je m'abandonne, mais j'arrive à sauver l'autre. Il y a ça aussi qui me semble malsain pour soi-même. Hem, je sais pas ce que tu as à dire là-dessus? Si, c'est par rapport à le fait de s'émanciper pour être heureuse et ça me fait tellement du bien d'entendre ça, car, voilà, il y a toute ma souffrance, et qu'est-ce que j'en fais à un moment donné? Et je pourrais cultiver ma souffrance et oui, en faire, comme tu dis, même une œuvre d'art. Sauf que déjà, c'est pas moi. Je crois que profondément, ce n'est pas moi. J'ai une joie de vivre depuis que je suis enfant et que c'est ma joie d'enfant, qui jaillit et voilà, pour peut-être me respecter déjà, je me dis: «Bah, finalement d'être heureux, c'est peut-être ce que je peux me devoir à moi-même recevoir de moi-même quelque part». On parle de donner et recevoir, mais ce que je peux recevoir de moi-même, c'est cette, joie de vivre et je crois que c'est un vrai engagement, en fait.
être heureux et être heureuse. C'est un engagement à prendre avec soi-même et après pour les autres. Et sortir du silence, je le disais, si je suis sortie du silence, sortie de ma souffrance pour être heureuse et faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible, si ce n'est toute ma vie, en fait, de ne pas revenir en arrière, entre guillemets, c'est pour que euh, ça donne aussi envie de faire pareil. Et tu disais, c'est se rejoindre, c'est le partage. Et quand on voit que quelqu'un ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup, je reviens dans ma souffrance, comme ça on se met ensemble dans nos souffrances et on reste à cet état-là? Ou est-ce que, justement, et par amour, on va s'élever et on va aller ensemble s'extirper de ça pour passer des bons moments et des moments où on est vraiment heureux et heureuse parce qu'on aura dépassé ça. Et en plus, on l'aura dépassé ensemble. Donc pour moi, on est encore plus heureux et heureuse. Et aussi, peut-être que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais tu parles d'amour. Euh, Moi, je vais peut-être parler de l'opposé, de ce que j'appelle l'opposé de l'amour, c'est le ressentiment. Le ressentiment, qu'est-ce que c'est au fond? C'est une haine qui se cultive de ce qui n'est pas advenu. Mmh. Je m'explique, c'est notamment si on parle de parole, c'est on a attendu une parole qui n'est jamais venue des autres, ou peut-être qu'on avait une parole en soi qu'on n'a jamais su verbaliser. Et ça, forcément, ça va créer une forme de frustration. Et donc, c'est ça aussi la parole, c'est se donner la chance, la liberté de dire sa vérité. Et après, bien, on s'entend bien, forcément. C'est pas parce qu'on va prendre la parole que on va dire sa vérité. Il y a des gens ou alors que même on va réussir à s'affranchir de son ressentiment. Il y a des personnes, hem et on va leur reconnaître un courage. Moi, j'appelle ça une forme de lâcheté, au fond, qui vont prendre la parole, mais elles vont rester dans une forme de ressentiment et à bien des égards, moi aussi, parfois, je suis dans une forme de ressentiment quand je prends la parole. Heu, mais il y a des personnes qui, vont choisir le ressentiment comme parole, en fait, comme moteur de la parole et auquel cas là, ça viendra, cultiver ou entretenir un cycle qui sera un cycle, qui est enfermant, comme tu disais tout à l'heure et c'est vrai que, moi j'aime bien dire, les émotions sont au fond des actes de langage. Non pas parce qu'on a besoin, d'actes de langage pour vivre ses émotions, mais une fois qu'on arrive à verbaliser ses émotions, c'est on est allé au bout d'un processus et Mmh. on a, en fait, vécu son émotion du début jusqu'à la fin et intérioriser son émotion, c'est au fond, s'empêcher ou, être incapable de la vivre sainement. Heu, je sais pas ce que tu en penses là-dessus aussi? Si oui, c'est important. C'est important parce que je crois que justement quand on est encore dans ces émotions, qui sont difficiles à vivre et extrêmes, j'en parlais tout à l'heure, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ces émotions fortes parce que justement on n'a pas réussi à enfin pas réussi, je ne sais pas si on peut réussir ou pas, mais on ne parvient pas à nommer, on ne parvient pas à sortir du silence. Parfois c'est juste impossible de sortir du silence. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions? Et oui, c'est petit à petit déjà les accueillir, accepter qu'il y ait ces émotions-là et se dire qu'elles ne sont pas, ce n'est pas une fatalité. Je crois que je me le suis beaucoup dit. Il y a un moment donné, ce n'est pas une fatalité. Il y a un proverbe indien qui dit que rien ne dure, pas même les soucis. Et je crois que c'est peut-être bien de se dire qu'il y a un processus. Ça me fait penser moi, au mouvement de l'océan, des vagues, où en fait, la vie, oui, c'est aussi un cycle. Donc, il peut y avoir une émotion à un instant T, mais elle peut se transformer, cette émotion. On peut en faire quelque chose. Elle peut s'atténuer petit à petit. Je crois qu'il faut aussi faire confiance au temps. Dans une société où tout va très vite et où on peut avoir une émotion, mais en même temps, il faut déjà passer à autre chose parce qu'il y a ça à faire. Il faut, enfin, on est tout le temps pressé, on n'a pas le temps, etc. Donc, on n'a pas même de temps pour soi-même, pour s'écouter, pour s'accorder du temps en se disant, bah, juste là, en fait, ça va pas. C'est dur pour moi. Là, je n'ai que de la tristesse et je ne peux pas proposer autre chose. Et c'est OK, c'est pas grave. Euh, et peut-être même déjà de faire ce moment-là, cette écoute, je crois qu'elle s'envole. Il y a quelque chose de... On est déjà passé à autre chose
de meilleur. Voilà, je sais pas si Ouais, c'est ça. respecter sa temporalité. Oui, Et enfin voilà, on aime bien dire, voilà, le temps est relatif, on parle de, la théorie de la relativité restreinte et tout ça, mais le temps, il est aussi relatif vis-à-vis de son intériorité et c'est surtout ça qui compte, en fait. mmh, Et donc tu as raison sur le fait de prendre son temps, hem, une des stratégies dans la mémoire traumatique qui est employée, c'est de s'occuper, de s'affairer, de faire en sorte que, ce qu'on ressent, en fait, ce soit, mis sous silence et qu'on soit occupé par d'autres choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes, choisissent, par exemple, de travailler énormément. oui. En fait, elles fuient finalement leur incapacité, à vivre leurs émotions et après, ce qui est aussi difficile à vivre, c'est que ça semble légitime. «Ah, tu travailles beaucoup, c'est bien. Tu mènes beaucoup de projets, c'est bien» et ça aussi, c'est ce que je disais, tout à l'heure, ça nourrit, ça vient entretenir les discours de développement personnel. «Oui, tu triste, ben, investis dans la crypto-monnaie», enfin, ça n'a aucun sens. Et en fait, tous ces discours-là, ils ont du mal à accepter que l'être humain, il est faillible. Et faillible, pourquoi ils ont du mal à accepter ça? C'est parce qu'ils voient ça comme un échec. Alors que c'est justement très beau d'accepter aussi qu'on a des limites, d'accepter qu'à certains moments, ça va pas forcément bien. Hem, il nous reste quelques, minutes. Je te propose de finir sur, ce que j'appelle l'instant soliloquence. Donc ça, c'est la contraction de soliloque, qui est donc le dialogue intérieur et en même temps d'éloquence. Et donc, voilà, tu as carte blanche, tu as, 3 minutes pour, nous, lire un texte ou, nous dire quelque chose qui, voilà, qui vient du plus profond de ton être et au fond qui est, l'essence même de ton message. J'y vais alors. 3, 2, 1, top! Les gens qui m'aiment me demandent de me taire, de ne pas être trop. Comme je les aime, je le fais. Ce sont mes aînés, je suis leur exemple. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis entrée dans le silence. Ils me rongeaient et me gênaient. Je me suis débattue. Courage. Tais-toi. Vis. Tais-toi. Ris. Tais-toi. Parle. Tais-toi. Aime. Tais-toi. Parle en regardant. Je me suis éteinte doucement pour rejoindre la marche funeste du silence. L'oubli. Est-ce de l'amour ou de l'assassinat? La voix retenue, vie immobile, je disparais. Alors j'ai fait du bruit, comme pour allumer la lumière. J'ai dit des mots, beaucoup de mots, comme ça dans tous les sens, comme pour faire du bruit. Le silence est mon héritage. Je me suis construit des barreaux de prison. Tu comprends l'attaque à la parole, violente, dévalorisante et partout. Pour me donner une chance, je nomme. Je suffoque, je nomme. J'étouffe, je nomme. 18 degrés, ressenti intérieur, 45. Les fenêtres de mon regard sont tout le temps un peu embuées. Je ne vois plus bien qui aimer. Dans l'espoir d'échapper à la règle, je prie, je m'enfuis. Où dire? À qui? Où trouver la douceur d'une famille qui écoute? Je me suis muselée parce qu'au rythme effréné de mes parents qui n'ont pas le temps de s'aimer, ils m'ont emportée dans leur invisibilité. Je les aime, je me tais. Chacun prend une place qui n'est pas la sienne. Ils semblent abandonner ce qu'ils sont profondément. Vers quoi vont ceux qui désertent et pourquoi? Qui parle à qui? Que se disent-ils? Je n'ai parlé à personne pendant tout ce temps. Je n'ai rencontré personne. J'ai regardé la chaise musicale des fantômes, dépité. J'entends leur voix, mais ils empruntent celle des autres. Ils se débattent à se retenir d'aimer, je le sens. Le feu prend, ils brûlent, se débattent comme je l'ai fait. Camisolés, je les vois s'immoler.
Mon intériorité, c'est les vagues de Teahupo'o dans lesquelles je ne voulais pas plonger, Et puis, j'ai décidé de me libérer, de faire ce que je crois de bon en moi. Ce qu'on nous dit de risquer, c'est d'aimer, alors, révoltée, je montre mon cœur. Comme pour repeupler l'humanité de sensibilité. Prendre le temps d'écouter ce qui est juste. La férocité d'une âme est celle qui hurle dans un monde qui s'est tu avant nous. Mon silence a une voix. J'essaie de l'écouter me chuchoter, tendre l'oreille, me rapprocher. Nous sommes des milliers à se rencontrer et s'aimer en silence, comme une vibration dorée qui joue une mélodie qui me plaît. Mon cœur est peuplé de roses, on peut s'aimer, ça va aller. Si pour le moment tu n'es pas prêt, parlons-nous en silence. Si toi aussi tu te tais, je peux parler le cœur muet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était le premier épisode des Oraqueurs.